Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel interview. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Nadalette Lafronta. Bonjour Nadalette. Bonjour Ludovic, bonjour tous ceux qui sont sur ce podcast. Alors Nadalette, on va parler un petit peu de ton dernier livre, Mhm. mais là, mais vous aurez les références en description. Donc nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Alors Nadalette, je t'ai rencontré, enfin, par rapport à un TEDx que j'ai vu il y a quelques années où tu pouvais témoigner de ton chemin de vie. Euh, bon, j'aimerais bien quand même que tu puisses en reparler un petit peu pour qu'on puisse situer ce qui t'est arrivé, ce que tu as traversé. Alors, Nadalette, qui es-tu? Ce serait bien si je le savais. Alors, il y a ce qui j'ai été, mais on va peut-être commencer par ça parce qu'en général Oui. c'est plus facile, hein. Donc soyons lâches. Euh, donc je m'appelle Nadalette, ça veut dire Noël en patois du Périgord, Nadal, Natividad dans toutes les langues du Sud. Et c'était le prénom de ma grand-mère. Et bon, avec le temps, j'ai fait des études, j'ai commencé à bosser et j'ai très vite pensé que l'essentiel dans la vie, c'était d'être indépendante et que l'indépendance était forcément dépendante de la stabilité et de l'abondance financière. Donc ça, c'est les errances qu'on a pu avoir dans les années 80-90, dans ces années fric. Et j'ai bien rempli la case. Donc j'ai travaillé pendant très longtemps comme DIRCOM, DIR Marketing, gestionnaire de talent ou whatever dans des grands groupes internationaux, donc avec une valise à la main, et puis en allant à gauche, à droite, en javatant aussi, en élevant des enfants, etc. Et j'avais totalement oublié dans l'histoire quelque chose ou quelqu'un qui est assez essentiel, en fait, que je vous recommande à laquelle je vous recommande de prêter attention, c'est vous, c'est moi. Donc j'ai été au service de mes ambitions, mais aussi ce faisant au service des autres, au service de mes patrons, puisque c'était plutôt des patrons dans ces époques-là, etc., etc., de mes copains, de mes copines, d'organiser des fêtes, de brancher les gens, des réseaux de femmes, de ceci, de cela. Et j'avais totalement voulu, non pas oublier, mais j'avais occulté le fait que j'avais en effet une faiblesse physique, qu'on peut déterminer comme physique dans un premier temps, et puis qui peut être qualifiée de tout ce qu'on veut, qui était une scoliose. Et la scoliose, grosso modo, c'est à la vertèbre ce qu'est le rhume, mon cher ami, que tu connais bien aujourd'hui, au nez, c'est-à-dire rien du tout. Rien du tout, on n'en parle pas, ça, il n'y a rien à voir circuler. Sauf que cette petite scoliose d'adolescente, c'est par le manque de soins de moi, par le manque d'écoute de moi-même, par la façon de mépriser et de tirer mon corps jusqu'à plus soif, développé jusqu'à une double scoliose de 73 degrés de double courbure, grosso modo dans les années 2010 et 2015, non 2010, et que là, il n'y avait plus rien à faire parce que c'était trop et je ne pouvais même plus maintenir ma structure. Donc j'étais tordue et l'étape d'après, c'était d'être comme les vieilles qui passent le nez sur le trottoir à l'horizontale dans la rue comme on voit passer sur un déambulateur, ce qui somme toute devenait fort peu tentant. Donc j'ai été obligée d'accepter de voir la personne que je ne voulais pas voir, c'est-à-dire un chirurgien. J'en avais vu avant et je leur avais dit circuler, il n'y a rien à voir. Et ce monsieur m'a dit, écoutez, franchement, là, c'est vous, circulez, il n'y a plus rien à voir. Ou vous vous faites opérer, vous êtes foutu. Et objectivement, c'était à peu près la vie de tout le monde, y compris de moi-même. Je n'y arrivais plus. Je souffrais, je me tordais, enfin bon, bref, c'était pas facile. Donc on a dit, OK, on y va. Et c'est une opération qui est difficile, c'est une opération de 9 heures, c'est une grosse opération. Je vais amener un corps pas dans un excellent état. Et normalement, avec tout ça, et une arthrodèse qui allait, c'est-à-dire des tiges de métal qui allaient de la nuque jusqu'aux fesses. Et puis après, on t'ouvre, on met deux tiges de métal et on reboulonne et hop, vogue la galère. Tout devait aller bien et avec de bonnes jambes. Bon, j'aurais pas eu une souplesse énorme du buste pour danser avec un Yupala, mais il ne devait pas y avoir de problème. Donc je suis rentrée en 2014, le 14 octobre 2014, à
dans un hôpital. Et quelques jours après, après une période de réa un peu compliquée, au pied de mon lit, il y avait quand même énormément d'hommes en blanc ou en bleu, enfin, ça dépend des écoles. Et c'est jamais très très bon signe quand vous êtes sur un lit d'hôpital et qu'il y a trop de médecins autour de vous. Donc on peut dire que ça commençait à puer. Et là, ils nous ont dit, bah oui, voilà, à l'opération, c'est super bien passé, votre colonne est droite, chouette nouvelle, mais, mais, mais la moelle épinière a été lésée dans l'opération et vous ne remarcherez probablement jamais plus. Donc j'ai été dans un premier temps, je peux pas dire que j'ai été catastrophée, j'ai été sidérée. C'est-à-dire que la sidération, c'est quand même la capacité à se dissocier et à se protéger. Donc il y avait une partie de moi-même qui comprenait bien l'information, qui disait oh là là, ça sent pas bon, et l'autre partie qui disait mais j'ai rien compris, ils doivent pas parler français ces gars-là. Ils ont dû se tromper. Le message n'est pas bien passé, donc ça ne peut pas exister. Et ça a duré un truc comme 15 jours, 3 semaines. Et puis après, ça a processé jusqu'au moment où je me suis rendu compte, j'ai ramené mes deux, mes deux morceaux de cerveau ensemble. Je me suis rendu compte que là, en fait, j'étais pas bien. Et j'ai fait une crise de panique, ce qui est une chose complètement normale dans ce genre de circonstances. Et puis après, eh ben ce que le chirurgien m'a dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez décider de vous barrer, quand même dans un fauteuil roulant et allongé, de vous barrer dans un autre lit, quoi. Mhm. Ou vous acceptez de rester dans cet établissement parce que c'est le meilleur en termes de rééducation, et c'est exact, et ben, vous y êtes pour un an, au moins. Donc, bah, tu vois, c'est ce genre de truc où tu n'as pas vraiment le choix. Tu dis, OK, merci, je passe de Oui, l'autre mais côté. De- juste, je t'interromps. Qu'est-ce que, à ce moment-là, quand on te dit vous n'allez plus jamais remarcher, enfin, une fois la sidération, La sidération fait que tu réfléchis pas. Et puis, oui, et c'est vrai juste après. qu'après la crise de panique, quand la réalité m'est apparue, j'ai quand même gardé au fond de moi la conviction que c'était pas possible. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée, c'est que, alors, probablement aussi parce que c'était possible par mes neurones, par la reconstruction du réseau neurologique entre la moelle épinière et les jambes, etc., d'une certaine manière. Mais je me suis dit, oui, bon, bah, peut-être le rock and roll, je veux bien, je négocie. Je ne vais pas dans le rock and roll, et je l'avais heureusement bien dansé avant. Et en effet, je ne danse plus le rock and roll, mais je vais être debout et je vais marcher. Alors quand, j'en sais rien, comment, j'en sais rien, mais ça ne peut pas rester comme ça. Donc ça a été une conviction en effet très très profonde. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis, profondément, j'ai jamais été une adepte ni des médecins, ni des médicaments, ni de beaucoup de choses. Donc, je ne prenais pas non plus leurs paroles comme comme évangile, si tu veux. Je pensais qu'ils étaient trompés là une fois, ils pouvaient se retromper encore. Donc, il y avait quand même ces deux éléments qui me gardaient avec une espèce de foi chevillée au corps, ou du moins à ce qui restait du corps. Et puis, donc, j'ai passé 9 mois dans cet hôpital, et peu à peu, ben, lentement, on m'a déjà verticalisé, parce que quand tu as arrêté trop longtemps en position allongée, de toute façon, c'est comme les astronautes qui rentrent de la Lune. Tu peux pas être mise debout comme ça, donc ça prend très longtemps. Tu vomis, tu tombes dans une pomme, tu fais des chutes de tension, etc., jusqu'au moment où on peut, sur une table de verticalisation, te reverticaliser, qui est déjà une étape formidable, même si elle est assez immobile, assez statique. Et puis après, on m'a déposé du fauteuil roulant pour m'accrocher à deux barres parallèles. Et puis là, rien ne se passait évidemment parce que les, mes jambes ne pouvaient pas bouger. Et ce sont des rééducateurs, des infirmiers qui ont bougé mes jambes pour réentraîner le mouvement, tenter de reconnecter mon corps et mon cerveau, au moins sur l'espace. Puis après, bon, bah, ça a été des mois, des mois et des mois de rééducation pour récupérer peu à peu une petite mobilité. Et aujourd'hui, on en est à pratiquement 9 ans de cette opération. Et je pense pas qu'il arrivera grand-chose de mieux que ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je marche avec des cannes,
je me casse la figure, donc je ne peux pas marcher seule à l'extérieur. À l'intérieur d'une maison, si je passe d'un canapé à une cuisine, bah, j'ai tout pour me tenir régulièrement et puis j'ai une canne. Et à l'extérieur, quand je sens que je vais bien, je marche à côté de quelqu'un, mais je ne peux en aucun cas décider que là, après cette interview, j'ai besoin de prendre l'air, je prends ma canne, mon sac et je vais au bord de mer. C'est pas possible pour moi. Si je vais au bord de mer, je vais le faire avec un scooter électrique d'handicapé ou parce que j'aurai une copine qui sera passée, qui me dira on peut aller boire un Mm. coup ou se balader. Mais c'est vrai que c'est la fin de l'autonomie. Mm. Et justement, moi, ce qui me vient, c'est justement avec toute la vie que tu as eue de haut cadre, Hein. avec le, comment on appelle ça, les déplacements, les voyages, une vie un peu à 100 à l'heure, avec voilà, dans l'international, avec des grands groupes, et de maintenant te sentir pas moins mobile, enfin moins être capable de pouvoir être libre physiquement. Comment tu le vis maintenant, C'est pas moins capable, c'est que très clairement, depuis 2014, je n'ai jamais pu vivre comme toi, comme ta famille ou comme les gens qui nous écoutent, libre et autonome. C'est-à-dire que ça, c'est fini. Alors, c'est sûr que ça fait travailler. Bon, j'avais déjà bien, dans une vie antérieure, travaillé sur le processus de deuil. Moi, je suis une fervente adepte de Kübler-Ross, et je trouve que son processus de deuil est quelque chose d'extrêmement bien fait et d'extrêmement puissant. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a eu toute une période où il a fallu que je fasse où j'ai été en colère, où j'étais triste, où j'ai été révoltée, où j'ai essayé de négocier avec moi-même, mais il n'y avait pas grand-chose à négocier, jusqu'à un moment où je suis arrivée à pas une parfaite, mais à une relative acceptation. Mais ce qu'il faut voir dans ce processus de deuil, c'est que ce n'est pas un one-shot, c'est-à-dire que le processus de deuil, c'est quelque chose de cyclique et répétitif, et tu le repasses parce qu'il y a un truc qui va venir cogner, qui va être une madeleine et qui va t'énerver, parce qu'il y a un événement de la vie qui est plus compliqué, parce qu'il y a un changement dans une ouverture qui ramène des données, et tout ça, tu le vis en Mm. permanence, et je le vis encore aujourd'hui. Euh, Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où il y a acceptation, ça veut dire qu'il y a choix, qu'il y a acceptation de perte. Et quand on accepte des plus ou moins bien, mais qu'on accepte en tout cas le concept de perte, de savoir que en effet, je ne vais plus dans cette robe, en effet, je ne vais pas pouvoir sortir toute seule, en effet, pour me mettre sur un lit, ça me demande une gymnastique où je m'accroche à quelque chose, où je me mets sur les genoux et où je me renverse sur un lit pour pouvoir me coucher, ce qui veut dire que si je dois me lever trois fois dans la nuit pour faire pipi, ça va quand même me gonfler sérieusement de refaire cette manip à chaque fois. Et ça me gonfle, je le confirme. En même temps, il y a eu heureusement des choses qui sont arrivées dans ma vie parce que j'avais accepté ces pertes, ou pas accepté, mais en tout cas libéré de l'espace sur des choses qui ne pouvaient plus être, j'ai, sans le vouloir et sans le savoir, ouvert un champ des possibles à d'autres possibilités que je n'imaginais certainement pas. Mm. Et c'est ça qui est intéressant dans l'épreuve, c'est pas l'épreuve en soi-même, quelle qu'elle soit, que ce soit une paraplégie, que ce soit un divorce, que ce soit une maladie, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit un chômage, que ce soit une déception amoureuse, n'importe quoi, c'est pas quelque chose d'agréable, mais dans la mesure où on arrive à prendre l'épreuve comme l'opportunité de lâcher un certain nombre de choses qu'on aimait, mais d'autres qui ne vous essayaient pas particulièrement, notamment la course au fric et la course en sac que je faisais depuis 40 ans, euh, ça libère, le chaos libère un espace, un vide, et dans ce vide, il peut arriver d'autres choses. Pas Mm. forcément de façon linéaire, c'est-à-dire que tu prends une épreuve à un temps T, tu vas pas, dans les 3 jours, avoir une petite petit paquet surprise gentil comme tout qui va arriver en disant coucou, je suis celui qui vient te réparer. Mm. Pas du tout, pas du tout. Mais à un moment, tu vas te apercevoir que cette épreuve que tu as vécue à ce temps T a ouvert quelque part un espace et qu'il y a autre chose qui arrive que tu ne connais pas, que tu ne savais pas, que tu n'imaginais pas, dont tu ne rêvais pas, dont tu rêvais et dont tu ne pensais pas que ça pouvait être, et qui est un cadeau. Mm. Et
Et par rapport à ce que tu témoignes, c'est quels espaces qui sont ouverts pour toi, justement? Tu vois, quel possible ou quelle part de ton être, peut-être auquel tu n'avais pas accès avant ou tu ne portais pas attention, qui se sont ouverts justement parce que tu es dans cette situation maintenant? Je pense que j'ai eu la chance de réaliser le rêve de mes 18 ans qui était d'écrire et de devenir écrivaine. Donc ça s'est fait en 2017. Mon premier livre, Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération, est sorti 3 ans jour pour jour après mon opération. Donc c'est une petite synchronicité ou demeurant sympathique. Et c'est vrai que ça m'a fait un effet de voir ce livre chez des libraires, à peu près autant que quand mes filles sont nées. C'est-à-dire que tu accouches de quelque chose et en plus ce rêve que je portais depuis 18 ans, mais peur de réussir, peur de l'échec, je ne sais pas quoi, puis aussi j'étais prise dans la course dans laquelle je vivais, je ne l'avais pas réalisé. Là, quand je l'ai vu réaliser, ça a ouvert un espace du cœur certain et de l'esprit. Et puis ensuite, ça s'est enclenché, et on va en parler sur d'autres choses au demeurant plutôt chouettes. Et à partir de ça, j'ai été capable de me dire, bon, je suis paraplégique, c'est vrai, mais en fait, il y a tout un travail qui est un préalable pour être bien, qui est un travail de respect et d'amour de soi. Je le mets bien dans ce sens, respect puis amour de soi, que j'ai entamé avec la réussite qui pour moi était considérable d'avoir sorti ce premier livre, qui s'est qui a enclenché sur des conférences où je suis allée la fleur au fusil en me disant à une première conférence, donc à peu près 6 mois après la sortie de mon livre, je suis allée à une première conférence organisée par Isabella Lenarduzzi, un forum pour les femmes. Elle m'a dit, vas-y, tu dis ce que tu as envie de dire. J'y suis allée et quand j'ai terminé cette conférence, il y avait un silence et après il y avait 500 femmes debout en pleurs dans la salle, moi y compris. Et tu dis là, Il se passe quelque chose, hein. je sens confusément quelque chose, comme dirait le loup de Texas. Et puis là-dessus, vraiment par hasard, et c'est cette notion de hasard, j'ai rencontré l'organisatrice de TEDx Women, donc on est en 2018, qui m'a dit, ouais, votre histoire est plus ou moins intéressante, je ne sais pas, peut-être que je vous prends, peut-être que je vous prends pas. Et puis 8 jours avant l'événement, elle m'a dit, ok, on y va. Et je me suis retrouvée sur la scène de Mogador, donc je crois le 3 décembre 2018, à plus de 60 ans, une femme handicapée, donc déjà ça sort complètement de la norme d'un TEDx speaker normalement constitué. Enfin, il y avait un gros bug, hein, franchement, erreur sur erreur de casting. Et donc j'étais déjà très contente, très heureuse de l'accueil qui m'a été fait, de ces 2500 personnes qui regardaient mon TEDx. Et bon, j'étais contente, c'était une satisfaction d'ego, mais ça fait pas de mal de temps en temps des satisfactions d'ego. Puis là-dessus, bon, bah, on n'en entend plus parler, on était le 3 décembre, on passe Noël, etc. Et puis à un moment, je pense aux alentours de février, il me semble, il est mis sur YouTube. Et je le regarde, bon, je me critique parce que ça, c'est toujours ma façon de procéder. Mais je me dis, oui, bon, il va faire, allez, 1000 vues, 2000 vues, ça va être chouette, youpi, c'est bien, etc. Et puis, il a monté, monté, monté. C'est-à-dire qu'il a dépassé 5000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues. Là, j'étais complètement sidérée. Il a été sous-titré en japonais, en anglais et en espagnol. Et là, je sais pas combien il en est. Il en est à 2,5 millions ou 2,6 millions vues. Enfin, je voulais regarder ce matin, puis j'ai zappé. Donc, le truc m'a dépassé, c'est-à-dire que c'est moi et c'est pas moi. Enfin, bon, les gens m'écrivent, reviennent vers moi, me disent ça m'a touché, voilà ce sur quoi je me suis reconnue, ça m'a aidé, ou ça, c'est là où c'est plus que le respect. Tu commences à t'aimer parce que tu sens que ton interaction aux autres a de la valeur. Donc, pour en venir à tout ça, j'ai continué à faire des conférences, à faire des livres, dont ce livre qui vient de sortir. Bon, j'ai reçu un prix à l'Olympia. Bon, en 2019, c'était quand même toujours complètement exceptionnel de se retrouver à la place de Johnny sur la scène de l'Olympia, toujours femme, toujours handicapée et en plus vieille. Alors là,
Vraiment, c'est complètement exceptionnel. Et puis ça a continué par le Zénith, par un deuxième TEDx, par ceci, par cela. Et donc tu dis, qu'est-ce qui a fait changer? Ce qui a changé, c'est d'abord le fait de me respecter et de m'aimer, ce qui m'a donné aussi la capacité pour beaucoup de choses de dire non, de enfin dire non, de dire, attendez, c'est pas que je vous en veux particulièrement, mais ce que vous me demandez là, c'est pas bon pour moi, donc je suis désolé, je me casse, je viens pas, je fais autre chose, je dis non, voilà, tout simplement non. Et à partir de cela, ça m'a permis aussi, m'aimant moi-même, de mieux m'ouvrir aux autres, de mieux les considérer, de ne pas chercher à les sauver, mais de les respecter pour ce qu'ils sont, et les respectant pour ce qu'ils sont, notamment en leur disant non. Il se passe en fait deux choses, c'est que vous ouvrez vos yeux sur le monde tel qu'il est, sur la différence, sur la diversité, sur les illusions, sur les croyances qui ont été à un moment limitantes, mais qui ont pourtant été nécessaires à un moment de l'évolution, etc., etc. Enfin, tout ce que je défends dans Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, qui ont encore une fois été un manifeste. C'est-à-dire un manifeste, c'est quelque chose sur lequel tu prends position avec fermeté, et c'est un acte quasiment politique. Et puis, ouvrir les yeux. Et puis là, objectivement, une fois que les yeux sont ouverts et qu'on s'aperçoit que l'autre n'est qu'un miroir de soi-même et qu'il n'y a vraiment ni aucune raison d'exclusion, ni de distance, ni de dualité, bah, le cœur s'ouvre parce que j'allais dire qu'il n'y a même pas à se poser la question, ça se fait assez naturellement. Hmm. Après, ce que je trouve intéressant, je pense que ce qui doit toucher aussi autant de monde, c'est le fait que tu témoignes de comment toi, tu t'es perdu Mm. avant l'événement, enfin avant Mm. l'événement où ton corps te dit stop, mais c'est avoir l'honnêteté et la sincérité de pouvoir dire, bah oui, j'ai été lâche, oui, je me suis perdu, oui, je me suis pas écouté, parce Mm. que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement sont dans une même situation, qui ont des masques, qui jouent des rôles, qui ne s'écoutent pas. Ça veut dire Mm. que leur corps, il est en train de leur dire non, en fait, il faut arrêter de faire ça, ou il faudrait pas que tu ailles dans ce sens-là, et puis pris par des illusions, des fantasmes, des besoins de réussir ou des besoins d'être aimé, on passe tous outre Ouais. finalement, et qu'à un moment donné, ça se paye. Enfin, parce que, comme tu disais, enfin, le corps, à un moment donné, il te dit, oh, 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 je suis là, je suis là. Tu m'as pas vu une fois, tu m'as pas vu deux fois, tu m'as pas vu trois fois. Ah, il faut que je Il va durcisse te le foutre une message. claque. Ouais, ouais, mais c'est ça finalement, je pense, qui touche les gens parce que, enfin, même moi, alors, pas de cet ordre-là, mais j'ai eu un souci physique dans ma vie où un jour, mon corps, il m'a dit non, mais si tu continues comme ça, ton corps, il va lâcher. Et c'est ce qui m'a fait changer de vie aussi dans mon parcours de vie. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu changer de vie par rapport bah, à des peurs, à des projections, à plein de choses. Donc, je me dis, c'est vraiment un exemple, alors en plus très marqué pour toi, parce que c'est passé limite la totale liberté financière, physique, à quelque chose qui t'arrête vraiment durement. Et que je pense que dans la vie, ça arrive souvent avec des petites choses. Oui, Les gens, ils se non, cassent une jambe, leur voiture se casse ou un truc comme ça, et c'est des petits messages. Après, non, moi, c'est un peut-être que peu permanent. tu es allé loin dans la non-écoute. Je suis allée très loin dans le déni, et je suis capable d'aller très loin dans le déni et dans l'obstination. Et cet entêtement, c'est les deux faces du même médaille. C'est ça aussi qui me sort aujourd'hui et qui me donne l'énergie de me battre et de vivre. Maintenant, je crois que ce qui touche les gens, en effet, c'est que c'est une authenticité. C'est-à-dire que je sois sur la scène du TEDx, que je sois avec toi, que je sois en train d'écrire, que je sois en train de bouffer avec des copains, etc. Je vais être la même, c'est-à-dire je vais pas changer d'un iota, je vais pas parler de la même façon, je vais écrire de la même façon, je vais raconter les mêmes histoires sans phare, quitte à pas. J'ai une copine qui lisait donc Nos tempêtes et qui me dit mais comment tu peux dire autant d'horreurs sur toi? Je dis pas des horreurs, je dis la vérité et c'est pas grave, c'est absolument pas grave. La fille que j'ai été
à 30, 35 ans, qui était une vraie tueuse, qui était un petit Terminator en jupon, ben, elle évoluait dans un contexte où pour qu'elle évolue, qu'elle soit celle qu'elle est aujourd'hui, elle avait besoin d'exprimer sa violence, la violence qu'elle avait reçue et qu'elle entendait bien rendre au monde. Elle avait besoin de ne pas être sympa, de ne pas inclure, de rendre à un monde viril masculin sa propre virilité et sa propre masculinité. Donc tout ça faisait que, bon, à un moment, ben, j'ai fait comme je pouvais avec ce que j'avais dans le monde dans lequel je vivais et comme je fais aujourd'hui avec ce que j'ai dans le monde dans lequel je suis. C'est-à-dire que moi, je crois personnellement qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, il n'y a pas d'échec ou de réussite ou de remords à avoir. On fait juste dans une vie qui se construit étape par étape et qui continue à se construire jusqu'à notre dernier jour, ce qu'on peut à un moment T d'une façon, avec ce qu'on a comme environnement intérieur et extérieur à ce moment T. C'est pas plus compliqué que ça. Ça sert à rien de se mettre de la cendre sur la tête. Je- Parce que ce que tu dis, ça résonne. Alors, j'avais marqué un petit extrait, un petit extrait de ton livre que je trouve ça assez chouette. Alors, je vais le lire, hein. C'était on est par tâtonnement, on est du verbe naître, hein, pas Mm. on est par tâtonnement, par itération successive, par essai, par échec, par frustration, par manque, par trop-plein, par petit vide, par des riens qui s'infiltrent au plus profond de nous et vont laisser une trace curieusement fertile et infectieuse au final. On est rarement à soi du jour au lendemain. Et ça, je trouve ça chouette de... Tu dis oui, finalement, on se construit par nos erreurs, par nos manques, par les voies sans issue qu'on a pris où on s'est fait mal. Et Ce je qui trouve ça n'empêche pas de les intéressant. regarder et de se dire, ouais, bon, voilà, j'ai un peu manqué de finesse ou d'empathie ou de ceci et cela. Oui, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est juste, on se met en méta et on regarde quelque chose qui s'est passé, bon, dans un contexte donné. Et puis, ben, voilà, on fait autre chose. Hmm. Après, moi, j'ai envie de revenir sur ton parcours parce que, alors, dans ton livre, enfin, dans ce livre-là, Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, tu reviens aussi sur une partie de ta vie de l'enfance, de ton côté jeune adulte aussi, de choses qui ont été aussi marquantes et je pense qui ont été structurantes par rapport à toute ton histoire. Notamment, tu reparles de la petite enfance où tu avais un jumeau ou une jumelle à la naissance. Jumeaux. Un Ouais. jumeau, enfin après, un jumeau et qui, lui, n'a pas survécu. Mm. Oui, en effet, j'en parle parce que de toute façon, c'est quand même ça qui structure beaucoup. Moi, je suis une adepte du livre de Lise Bourbeau sur les Et bien blessures, sûr. parce que je trouve que c'est aussi comme Canter Ross, quelque chose d'extrêmement bien fait, et pas forcément enfin, assez complexe, mais pas si compliqué que ça. Et c'est vrai que cette blessure d'abandon, moi je l'ai ressentie. Alors, il y a beaucoup de blessures, hein, mais la première blessure, c'est que le premier homme de ma vie, en effet, m'a abandonné à la naissance. Ensuite, l'explication du monde sur son abandon, ça a été bah, tu t'en es sorti, donc quelque part tu l'as tué, donc ça c'est moyen sympa. Et ça amène un sentiment Culpabilité. de culpabilité assez intense qui a certainement donné un prisme à toutes mes relations par la suite, notamment mes relations avec les hommes, mes supérieurs hiérarchiques, le monde, etc. Mais c'est vrai que, de toute façon, il n'y a pas de bons parents. Winnicott dit il y a juste une mère suffisamment, suffisamment bonne et que c'est par rapport à ça que l'enfant se construit. Et donc, il n'y a plus aujourd'hui de hargne à avoir sur mes parents et ce qu'ils ont fait ou pas fait bien. Ils m'ont permis de me construire d'une certaine façon. Euh, et puis, eux aussi ont vécu dans une époque où ils ont vécu avec ce qu'ils avaient comme connaissances, comme développement d'eux-mêmes, c'est-à-dire quand même, à l'époque, c'était assez balbutiant, et ce qu'ils voyaient pas, ce qu'ils voyaient simplement pas, ou ce qu'ils n'auront peut-être jamais vu. Mais toujours Hmm. est-il que c'est vrai que
la mort de mon frère a été certainement l'élément fondateur, s'il en est un, de ma personnalité. Bon, jusqu'au moment où, en effet, j'ai vécu pendant un certain temps pour deux, très certainement, et puis avec aussi la peur de tuer quelqu'un d'autre ou de blesser quelqu'un d'autre ou d'être tué, c'est-à-dire que tout ça, c'est un grand bazar dans la tête dans ma tête et dans la tête de ceux qui se développent. Mais toujours est-il que il a fallu un certain temps pour que ça se répare et qu'aujourd'hui je vive avec moi-même Mm. et sans une constellation familiale permanente. Et, justement, donc, là, tu parles de cette première blessure d'abandon qui peut-être inconsciente, qui te structure. Est-ce que je pense aussi que c'est ce qui a marqué ta vie après, j'allais dire, d'adolescente, jeune adulte, de vouloir être conforme au système, tu vois, pour ne pas être abandonné des autres, de vouloir être De conforme, de vouloir être réussir, aidé d'avoir à n'importe quel prix. C'est-à-dire que servir, c'était une façon de prendre les gens en otage et de les contrôler. Ce un- besoin de contrôle, par le service qui m'a desservi, mais qui n'a pas servi tellement aux autres, c'est vraiment le même fil directeur, hein, c'est certain. Mais on fait comme on peut à ce moment-là. Et ce qui est dommage, évidemment, c'est on ne comprend le sens du divan, comme dit notre ami Freud, que bien après, quand on le regarde, en effet, aujourd'hui, et que je vois l'histoire telle que je la raconte parce que, en fait, ce livre, j'ai voulu faire sur un certain nombre de thématiques, que ce ne soit pas le livre ni d'un gourou, ni d'une donneuse de leçons. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était donner des expériences, des éclairages sur des expériences de vie, parce que c'est là où est ma légitimité, sur ce que je connais, ou ce que j'ai pu comprendre. Et puis, sur un certain nombre de thématiques, proposer des pistes de réflexion, proposer un accompagnement autour de la symbolique ou des sujets qui sont autour de ces thématiques, et laisser peut-être une trace qui est ce que j'appelle des cailloux blancs, c'est-à-dire ceux qui m'a servi à déminer des situations, ou qui me sert à déminer des situations un peu pourries ou un peu difficiles, mais qui ne sont en aucun cas obligatoires. C'est-à-dire, je veux pas que mon lecteur ou ma lectrice parte en se disant, ça y est, elle nous a donné une leçon, une ordonnance en 10 leçons et on applique. Ça m'emmerderait vraiment que ça arrive, et je crois qu'il n'y a pas de risque. Et puis en même temps, j'ai envie que les gens puissent rentrer par un bout du bouquin ou un autre selon leurs envies, leurs désirs, les thèmes qui leur parlent, etc., que ce soit quelque chose qui soit très fluide. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec nos tempêtes, et j'espère que ça réussit. Mais a priori, j'ai plutôt un bon retour des lecteurs en me disant, ben ouais, ça on peut. En effet, il y a pas de tentative de prise de pouvoir. Ouf. Et puis voilà. Mais c'est vrai il m'a fallu beaucoup d'années avant de comprendre que le contrôle ne m'apporte rien. un- en tout cas, c'est sûr, c'est que dans le livre, il y a pas de, tu donnes pas de leçons, tu parles finalement que de toi et de ce que tu as compris de ton chemin personnel, et ça, c'est chouette. Je propose, mais je veux Hmm. pas, absolument pas imposer. Après, bon, pour revenir sur ce chemin de vie, à un moment, il y a une notion qui m'a vraiment touché, c'est quand tu parles voilà, que tu avais un fort besoin d'autonomie et que tu rentres dans la vie active, et qu'à un moment donné, tu dis, en croyant couper le cordon, on se met un nouveau licol. Hmm. Parce que, ah oui, ça y est, je veux être autonome, je veux avancer, et d'un coup, pour avancer, eh ben, je me moule avec dans un autre masque, parce que pour réussir dans le monde des affaires, des machins, en pensant devenir moi-même et être autonome et devenir qui je suis, je bascule avec un autre masque et je deviens automatiquement conforme au Hmm. système dans lequel je rentre Hmm. sans m'en rendre compte. Et Sans ça dure. dans un premier temps. Et je pense que c'est ça que dans les étapes, il y a un moment où quand tu changes d'étape, bon, tu n'analyses pas, tu ne ressens pas encore la totalité de la situation,
Et puis, il y a un moment, enfin, en tout cas, quand j'étais jeune adulte, où cette situation dans laquelle j'ai été, elle a commencé à me gêner aux entournures. J'ai commencé à voir que, à la place d'un père ou d'un frère, ben, j'avais ou un mari ou un patron, et que c'était lycée de Versailles, que j'avais la même relation, qui avait ce même pouvoir, qui s'exerçait différemment, ce pouvoir de l'argent, ce pouvoir du confort, cette dictature de posséder, de bouger, de faire mieux, que demain va être mieux, qu'il faut gagner plus d'argent, qu'il faut changer de job, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, que j'ai besoin, j'ai envie, et j'avais ni envie ni besoin au final. Euh, il y a très peu de choses dont j'ai eu vraiment besoin et envie, réellement. Et tout ça, ça ne veut pas dire pour autant que ces périodes de vie, que ce soit celle de la fille de 30 ans, que ce soit celle où j'ai été mariée, que ce soit celle où je suis mère, etc., soient à jeter à un moment aux orties. C'est des périodes de vie éminemment respectables. La maternité a été une révélation pour moi et j'adore mes filles. Et ça, ce sera jusqu'à mon dernier jour. Mais probablement, si j'avais été plus mûre au moment où j'ai eu mes enfants, j'aurais probablement donné une autre éducation. Bon, il y a des choses où j'ai fait avec ce que j'ai pu au moment où je l'ai fait. Hmm. Oui, il y a quelque chose qui revient souvent aussi dans ton livre, c'est tu parles d'aller voir un petit peu, de penser à regarder sous le tapis ou dans le placard, et c'est parce que de penser aussi à aller voir les choses qu'on veut pas voir et qu'on cache. Toi, Ouais, c'était plutôt ton corps que tu voulais pas voir ou cacher un petit peu ou ne pas entendre d'une certaine manière. ouais, Un peu de le mettre au placard pendant, te dire non, mais en fait, me dérange pas, tout va bien. T'es un peu tordu ou ça me fait mal, mais c'est pas grave. Et puis, parce que tu es ouais, quand même allé dans des phases où tu parles avant vraiment que le corps il lâche, dans un ouais. truc très dur, d'y aller encore très très fort avec ton corps, de Ouais. tenir avec ton corps qui te faisait mal. Et Oui, alors, je voyageais à l'international avec un corset en plastique, les valises. Ça m'empêchait pas à New York d'aller faire les expos. Enfin, je foutais une pression de dingue, de dingue. Moi, je me rappelle un des derniers voyages à New York que j'ai fait. J'avais une copine qui habitait dans un immeuble, de ces immeubles new-yorkais où tu as des tas d'escaliers à l'endroit où tu arrives au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, tu as un grand lobby. Et ensuite, tu as des escaliers pour monter sur les petits étages. C'est des immeubles de 2, 3 étages. Et je me rappelle avoir monté avec mon corset, mes valises, etc., ce truc-là, mais à l'agonie. J'aurais dû juste ne pas monter, prendre un taxi, aller dans le premier hôtel. Enfin, tu vois, il y avait un truc où je voulais que la vie soit exactement comme j'avais décidé. ouais. Mais parce que quand tu le racontes, moi, il y a un truc, ça me paraît incroyable de me dire ah, qu'est-ce qui fait que tu veux pas, tu sais, que t'entends pas ton corps qui te dit qu'il souffre, parce qu'en plus, c'est pas confortable. À la limite, ça serait quelque chose de confortable où tu peux dire, bon, bah, je t'écouterai plus tard, mais là, tu es en souffrance à ce moment-là. J'étais en Tu vois, souffrance, mais j'étais aussi dans le déni physique, c'est-à-dire que la veille de mon opération, avec les radios sous les yeux et des photos, puisqu'on prenait des photos pour savoir comment était mon corps, donc je voyais mon corps nu qui était déformé, je disais au chirurgien, moi, je vois vraiment pas pourquoi vous voulez m'opérer. C'est-à-dire que j'ai cette capacité de déni, j'ai cette capacité de déni que je connais bien maintenant, et maintenant que j'ai identifié et que je tiens bien en laisse parce que ça suffit, mais je veux pas lâcher, je veux pas que la chose s'arrête, je veux pas perdre. Et ça, c'est un truc qui vient de l'enfance. Enfin, donc donc ce qui a vraiment basculé, c'est que j'accepte aujourd'hui que je dois perdre, que je dois lâcher, qu'il y a des choses qui n'existeront plus. Je fais des choix euh, qui sont encore aujourd'hui, encore dans cette vie où on pourrait penser que tout est, tu vois, que c'est enfin compris. La 8 ans ramène une couche.
Et j'ai fait même récemment des choix qui étaient des choix difficiles et douloureux, parce que il fallait que j'accepte de perdre et de faire ces choix. Et il fallait que je devienne cohérente avec moi-même et moins incohérente. Mhm. Parce que j'observe, c'est que c'est comme si tu étais arrivé avec ce corps-là avant et que la vie, elle te demandait d'accepter quelque chose. Et que tu l'avais dit non, va te faire voir, on verra plus tard. Et que là, comme tu parlais tout à l'heure de, ben voilà, ta capacité actuelle de voir, bah oui, j'ai besoin de quelqu'un pour me déplacer, ou si je veux aller dehors, ou il y a des choses qui sont compliquées. C'est comme si la vie t'avait remis dans une situation de te dire, tu ne peux que accepter finalement, et tant que tu n'acceptes pas pleinement cet état, il- enfin, la souffrance, elle est de la non-acceptation. C'est parce que un La jour, cet souffrance, état, il sera totalement acquis, accepté, qu'il y a non, autre chose encore. je pense pas. Je pense qu'il y aura un lâcher sur cet état. Ça ne veut pas dire que ce soit une totale acceptation, parce qu'on n'a toujours pas envie de se casser la gueule, hein. Mais, et donc, c'est un état qui est très affaiblissant par certains moments, mais en même temps, c'est un état qui me fait travailler sur la relation aux autres. Moi, comme quand les gens me voient en train de faire une conférence, etc., ils n'imaginent pas les souffrances, la douleur neuropathique, le fait que je me casse la figure, le fait que, tu vois, plein de trucs. Et c'est vraiment, ne comprennent mon handicap parce que je le montre, je veux dire, ça, il ne se voit pas quelque part. On se dit, Mm. cette-là, elle a 2 cannes, elle a dû aller faire l'andouille au ski, elle a dû se péter quelque chose. Mais samedi dernier, je me promenais dans un Arcachon avec une copine en lui tenant la main, heureusement. Il y a une gamine qui m'est rentrée parce qu'elle marchait, une petite fille de 5 ans qui marchait en arrière comme beaucoup d'enfants, m'est rentrée dessus. Je suis tombée, mais parce qu'on me touche, je tombe. Mm. Donc, et c'était ma journée. Après, je vais dans un supermarché, je me prends les portes ouvrantes. Donc, je m'accroche à la porte pour ne pas, pour ne pas me casser la gueule. Et là, il y a un mec qui se dit, bon, bah, qui veut me sauver. Donc, il rouvre la porte de l'autre côté, il m'embarque de l'autre côté. Et là, je suis foutue. Je peux pas m'en sortir. Mais ça c'est ce qu'on appelle le handicap invisible, qui est un truc extrêmement pervers parce que vous savez que vous avez un vrai problème, mais les gens ne le respectent pas ou n'y prêtent pas attention parce que ça ne se voit pas suffisamment. Je serais en fauteuil roulant, je serais probablement beaucoup plus entourée que je ne le suis réellement parce qu'on se dit, bah, elle a l'air quand même de pas aller mal. Oui. Oui, et puis ils pensent pas. Ouais, t'es debout. Ben, moi, je vois, j'ai ma compagne en ce moment qui a un souci de genou, et vraiment, si elle tourne un peu, elle peut pas, quoi. Donc, ben, des fois, il y a des gens dans la rue, il faut qu'elle anticipe parce que, elle peut pas se décaler en faisant un pas de côté, par exemple. Donc, il faut qu'elle anticipe sa direction et tout. Et même moi, des fois, je suis à côté d'elle, on discute, j'oublie. Et alors, j'imagine quand c'est à d'autres degrés, waouh. Bah, c'est assez étonnant. Moi, j'avoue que je suis toujours sidérée, parce que quand même, j'ai vécu non handicapé, non en situation de handicap pendant de nombreuses années. J'ai jamais renversé un handicapé. Alors, je ne suis pas particulièrement attentive, mais quand même. Depuis 8 ans, le nombre de gens qui passent dans la rue et qui me shootent dans une canne, je sais pas, il doit y avoir un karma quelque part. Ah, c'est possible. Euh, et comment c'est de s'aimer soi-même aujourd'hui? C'est pas tous les jours évident, mais c'est une nécessité. C'est-à-dire que maintenant, les décisions que je prends, les décisions importantes, euh, je les fais quand même à l'aube de non, je ne vais pas m'épuiser à aller à tel truc si je suis fatiguée et si derrière je vais pas arriver à m'en remettre. Donc, non, j'y vais pas. Ou toutes ces décisions, je les prends avec en me respectant. Alors, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Hmm. Mais je dis les choses maintenant. Je dis les choses franchement. Je dis, ben, je suis désolée.
Ah ben, vous voyez pas ça comme ça, mais moi non plus. C'est pas Oui. grave, mais Maintenant, la priorité, c'est toi-même. la C'est pas priorité. autrement ce que vont dire les autres, comment ils vont Et m'aimer, c'est plus voilà, l'extérieur. Ouais. voilà. Et puis, si ce que je ressens et ce que je leur dis ne leur plaît pas, mais la porte est ouverte. Je cherche pas, je vais pas dire le contraire pour rester en lien avec eux. Non, je suis désolée, il y a des valeurs que j'ai envie de défendre, il y a des comportements que je peux plus admettre, il y a euh, des, ch- il y a des trucs que je peux pas accepter parce qu'ils sont trop difficiles pour moi physiquement, trop épuisants. J'ai plus la même résistance aussi, je me rends compte parfaitement que euh, ben, il y a des choses pour moi que je fais qui sont difficiles. Par exemple, avec quelqu'un, je marche dans l'eau. Alors, quand je dis que je fais du longe-côte, c'est une vision optimistique des choses. Par contre, je suis avec une combi, un gilet de sauvetage, et j'ai de l'eau jusqu'à la taille et je marche. Et ça, je fais ça pendant 1 heure, ce qui est assez fatigant. Mais si je vais dans cette fatigue, c'est parce que je suis convaincue que cette fatigue-là, elle est bonne pour moi. Mais dans un truc où on va me dire, on part, on t'embarque, ou tu vas, tu prends. Oui, alors tu sais, des gens qui savent pas du tout ton handicap et qui te disent, mais de toute façon, c'est pas très grave. Tu prends un taxi. Là où je suis, il n'y a pas de taxi. Tu vas à la SNCF, ils te mettent dans un train, ils vont te recharger dans un train, puis tu vas arriver, ben, on essaiera de te récupérer, et puis 2 jours après, tu repars. Ben non, Coco. 2 jours, moi, sur 2 jours, je le fais pas. C'est non, j'y vais pas. Au revoir. Oui, ça demande Non, un autre soin de soi, quoi. alors, c'est un soin de soi que les autres n'ont pas forcément ni l'intelligence, ni la compréhension, parce que s'ils sont pas dans mon corps ou ils sont pas dans. Mais moi, il y a des trucs, je ne le ferai pas. Très clairement, j'ai été ravie de faire la plage aux écrivains, qui était un salon du livre fabuleux à Arcachon, parce qu'ils m'ont pris vraiment en considération, ils m'ont aidé, etc. Mais aller, moi, courir au salon du livre de Paris dans une foule, etc., ben non, non, non. Je suis désolée. Oui, j'ai envie d'y être en théorie, mais dans la pratique, j'ai pas du tout envie de m'imposer ça. Et justement, moi, ce qui me venait là, c'est par rapport justement à ton état. On disait, quelqu'un qui te bouscule, limite, qui a son téléphone qui passe, qui te bouscule, Mm. c'est limite dangereux pour toi. Assez dangereux. Est-ce que justement, tu dois être beaucoup plus attentive aux gens qui sont ouverts et attentifs? Parce que Mm. moi, je vois, enfin, je te disais ça parce que je vois beaucoup de gens qui traversent la rue avec leur téléphone, même quand je suis en voiture, je me dis, mais ils n'ont pas conscience de leur corps, quoi. Parce que Mm. même s'ils sont dans leurs pensées, ma voiture, même si je les écrase, ils meurent. Même Mm. si Même si en ce train texte, il y a beaucoup de personnes qui sont plus attentives à elles-mêmes ouais, physiquement, mais même dans la présence, dans la qualité de présence. c'est Et terrifiant. que justement, est-ce que toi, enfin toi, tu te perçois, enfin tu vois, tu t'es vraiment attentive finalement aux gens qui sont présents et attentifs? Est-ce que tu les sens plus? Est-ce que tu les Oui, parce que perçois? comme en plus, si tu veux, par exemple, je suis pas mieux qu'une autre, hein. Moi, je passe du temps sur les réseaux sociaux, etc. Et je devrais vraiment me déconnecter un peu plus. Mais en tout cas, quand je marche ou quand je suis dans un endroit, je peux pas tenir un téléphone, tenir mon équilibre, etc. Donc, je suis forcément en relation avec le monde extérieur, et je vois. Et je vois là, j'ai, bon, quand je rencontre des gens dans la rue, bon, je leur souris, les rencontres se font avec les yeux, etc. C'est de plus en plus rare. Et du coup, il y a des trucs marrants qui se passent parce que et quand il y a vraiment des interconnexions, je la sens vraiment. En plus, bon, c'est vrai que tout ça, je l'ai beaucoup développé. Donc, euh, je fais pas des conférences pour faire des conférences. Je fais des conférences parce que ça m'intéresse de parler avec la personne qui anime et qu'il y a une chouette relation, parce que dans la salle, il y a quelqu'un dont je vais rencontrer le regard, parce qu'il va y avoir après cet échange, qui ne veut pas dire que je vais rester en tant que sauveur et discuter et adopter la personne qui va me parler après, mais que le temps où je vais lui parler, je vais vraiment être avec elle. Hmm. Et en même Parce temps, que moi, je vais savoir que mécanisme de protection que j'imagine tu connais bien,
ne pas me mettre dans un rôle qui est de thérapeute ou de sauveur, etc., qui n'est pas le mien. Oui, 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 mais là, je parlais même pas de ça. Je parlais juste d'être, de, de la qualité de présence. Parce que, enfin, moi, je suis attentif à ça parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont ou pris dans leurs pensées, ou pris dans leur masque, ou pris dans plein de projections différentes, et que finalement, des personnes qui sont vraiment présentes à elles, présentes à leur ressenti, présentes à l'autre, à l'écoute, bah, ça court pas les rues. Même si les gens, ils s'imaginent qu'ils sont vraiment présents à eux les trois quarts du temps, c'est oui. au-delà de leur conscience. Ils sont pris dans des bulles ou dans des univers ou dans des questionnements ou dans des affirmations parce que c'est la vie, elle est comme ça et pas autrement. Et que finalement, juste d'être à l'écoute, c'est de plus en plus rare, quoi. Et plus tu es à l'écoute, plus tu es à l'écoute. C'est-à-dire que c'est un cercle vraiment vertueux. Mm. Mais c'est un luxe que j'ai en vivant seul et en étant en situation de handicap. Et n'ayant pas non plus à vivre dans un univers de salariat ou d'exec qui était compliqué, et bien schizo. On arrive bientôt à... ouais, on est déjà presque à 50 minutes, je crois. On n'aurait pas dit, hein? On dirait pas, hein. On m'aurait dit, Bon, mon monsieur, je n'aurais pas venu. en tout cas, je vous remontre, voilà, le livre de Nadalette, pardon, qui est sorti il y a quelque temps. Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Je mettrai ces références, vous pourrez la contacter ou les références du livre aussi en description de la vidéo. Est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, je sais pas, un dernier petit message ou quelques mots qu'est-ce que tu auras envie de partager aux personnes qui vont t'écouter, te regarder, je sais pas, ce qui est là. Et franchement, je suis pas un gourou, je suis juste une passeuse et les mots et le bonheur de l'écriture me permettent ça. Et que on vit chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, des vies qu'on peut vraiment honorer en soi-même et en l'autre, à partir du moment où on se fait confiance et où on se respecte et où on s'aime. Je crois que ça, c'est ça l'essentiel. Si je devais reprendre une éducation, aujourd'hui, écrire un programme scolaire pour les maternelles, je les ferais travailler sur le respect de Mm. soi et l'amour de soi. Après, tout est possible. Mm. Moi, ce que je dis souvent, en fait, on est notre priorité tout le temps. C'est pas la situation, c'est pas notre patron, c'est pas qu'à un moment donné, si à l'intérieur de nous, on sent que c'est pas bon, eh ben, c'est que c'est pas bon. Et quoi que la pression extérieure, elle dise, la pression sociale, pression, je sais pas, non, en fait, l'essentiel, c'est toujours soi, quoi. Mais ce Parce n'est que, pas de l'égoïsme et ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est pas un oui, hédonisme forcené, c'est juste de l'attention à soi pour mieux contribuer au monde. hmm. Eh ben, merci Merci à de toi, ces mots, de ce partage, d'avoir accepté cet échange. je t'en prie. Euh, bon, bah, je vous souhaite à tous, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, une belle journée déjà. Que si vous aimez partager la vidéo, likez, allez voir les livres ou le TEDx de Nadalette aussi, que je mettrai en lien de la vidéo. Et Et merci encore à n'hésitez pas toi. à le dire et à le partager. J'ai pas entendu, excuse-moi. N'hésitez pas à le dire et à le partager parce que Oui, le seul intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'en effet, ce ouais, qu'on aime bien, on peut le partager avec le plus grand nombre. ouais, tout à fait. Bah, merci Nadalette. Je te Merci. souhaite voilà, une belle continuité et puis de pouvoir transmettre voilà, ton expérience, ton chemin de vie et de faire encore de nombreux livres alors. Puis emploi. Belle journée à tous Salut. et à bientôt alors. Au revoir.